Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Ring sur Vouri TV. Votre émission qui donne la parole aux leaders d'opinion et qui permet, n'est-ce pas, d'éclairer la lanterne de nombreux ô combien vous êtes sur des sujets ponctuels. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, au XXIe siècle. Tout est confus. Et alors, nous allons parler aujourd'hui spécialement de Internet. La dernière loi de finances dit clairement que les influenceurs paieront des taxes. Et pour en parler, nous avons invité un expert. Il est Henri Lotin, cofondateur de Brand Strategies Creative, un jeune très talentueux qui a accepté de venir apporter sa pierre à l'édifice. Henri Lotin, bonjour. Bonjour Faustin. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Oui, ça se prononce des deux manières, mais ça tombe bien que vous le prononciez comme ça parce que normalement ça se prononce Lotin. Ok. Récemment, j'étais à Brazza avec des Quinoises et je leur dis je suis le fils de Bois-Lotine. Ils disent ah ok c'est bien, d'accord. Et quand je montre donc la photo, ils disent ah et Bois-Lotin et elle veut faire des selfies. Je dis ok, prononcer comme ça c'est mieux, ça m'arrange. Vous êtes dans le ring ce matin. Oui, je suis très heureux d'être là. Et je remercie Patrick pour l'invitation et je te remercie aussi toi d'avoir pris le temps d'échanger avant avec moi pour me briefer un peu. Donc je suis content. Nous allons parler Internet. Et quand on parle d'Internet, c'est tout un carrefour, tout azimut. Et aujourd'hui, un sujet qui fait des choux gras de la toile. La dernière loi de finances au Cameroun dit clairement que les influenceurs payeront les taxes. Maintenant, avant d'y arriver, c'est qui un influenceur ou c'est quoi un influenceur? Ok, je vais remonter un peu. Oui. Parce que quand on parle d'Internet, il faut savoir ce qu'on appelle l'Internet des objets. Okay. L'Internet est le réseau physique qui connecte toutes les machines. Ça peut être une maison connectée, un téléphone, un ordinateur. Ce réseau-là, c'est ce qui forme Internet. Et le contenu d'Internet, c'est le web. Et une partie du web, c'est les médias sociaux. Okay. Et c'est donc sur ces médias sociaux qu'on a des individus, des personnes respectables et peu respectables, recommandables et peu recommandables, qui créent des contenus de toutes formes. Maintenant, chacun a un objectif bien précis, amuser la galerie, faire de l'argent, faire des schémas. Et c'est donc dans tout cela qu'on se retrouve et on a du mal à comprendre qui est qui. Il y a trois types de personnes sur les réseaux sociaux. Lesquels? On a les leaders d'opinion, on a les créateurs de contenu et on a les consommateurs du contenu des deux premières catégories. Et ils sont les plus nombreux et c'est pour ça qu'on les appelle les followers, puisqu'ils suivent ce qu'ils lead. Dans les leaders d'opinion et les créateurs de contenu. C'est quoi la différence? Le leader d'opinion est un expert dans un domaine bien précis qui produit du contenu pour établir son autorité auprès de son audience cible et auprès du grand public. L'objectif étant de se créer du business. Le business, ça peut être signer un contrat de livre ou vendre un livre déjà existant, trouver un contrat pour une conférence ou pour une masterclass ou pour une formation qu'il a faite, ou plus simplement à trouver un contrat de consultation. C'est ce que moi je fais sur les réseaux sociaux. Je suis leader d'opinion en branding, en marketing et en communication. Donc, comme je suis fondateur de l'agence Lotin Corp, je suis brand strategist et creative director. Donc, mon travail, c'est vraiment de la stratégie et de la création, puisque j'ai commencé par la publicité à la base. C'est pour ça que je suis directeur de créa. Graphiste à la base, mais un peu plutôt expert comptable de formation. Je crois que pour ça, je suis la bonne personne quand même pour parler du sujet d'imposition. On va y arriver. Donc, il y a les leaders d'opinion, il y a les créateurs de contenu. Créateurs de contenu, on peut l'être de deux manières ou trois manières. Donc, je vais expliquer. Trois manières. Première manière, par l'écrit. Je peux être spécialisé, par exemple, dans les voyages et je documente tous mes voyages à l'écrit et grâce aux photos. Je peux le faire avec de la vidéo et là, je deviens vlogueur. Donc, je crée du contenu vidéo aussi. Ok, ça, c'est vraiment dans le sens edutainment, donc l'éducation et le divertissement. Edutainment, education and entertainment. Et il y a des créateurs de contenu purement entertainment.
Ulrich Takam, Edu Donon Glacé, j'aurais dû commencer par lui parce que c'est le doyen. Il y a d'autres, Fingon Tralala, oui, qui est dans la même génération que Doudoua, un peu après quand même parce que Doudoua est là avant. Il y a Ulrich Takam, Moustique le charismatique, qui est parmi les plus talentueux, qui vont faire donc ces épisodes-là pour raconter des histoires, vont faire des capsules, je crois que c'est ça qu'ils appellent ça. Oui, des capsules. Il y a d'autres producteurs aussi de films camerounais qui font la même chose. Donc c'est ça de la création de contenu, mais vraiment dans le divertissement. OK. Et ensuite, il y a ceux qui consomment ce contenu, comme je l'ai dit. Des followers. Les followers, les fans, les abonnés. Oui. Je vous relance. Quelle différence y a-t-il entre blogueur, vlogueur et je dirais n'importe quoi, influenceur, ou encore, vous savez, Internet a fait naître beaucoup de métiers. Il y avait des gens, des coachs en développement personnel, tellement de choses. Bon, pour vous circonscrire, quelle différence y a-t-il entre vlogueur, pour le bonheur de nos téléspectateurs, blogueur, vlogueur et créateur de contenu? OK. Donc, un créateur de contenu peut être blogueur ou vlogueur, à l'écrit ou en vidéo. OK. Et maintenant, il y a des personnes qui peuvent être des célébrités, avoir beaucoup de popularité, quelqu'un comme Etofis, par exemple, OK, qui a un grand nombre de followers, c'est quelqu'un de très populaire. Il peut être approché par une marque, mais je vais plutôt parler par un annonceur, parce que très peu d'annonceurs sont des marques. Au Cameroun, c'est un autre sujet pour un autre jour, pour parler d'un produit en particulier. Parce que on compte sur sa popularité pour toucher un plus grand nombre de personnes, mais on compte sur sa force d'influence, sa force de persuasion, parce que le but de l'influence, c'est la persuasion. Et on sait qu'il va persuader les gens d'utiliser ce produit, simplement en parlant ou simplement en le portant, comme il est en contrat avec une marque de montre. Donc c'est juste pour dire que dans ce cas, on a quelqu'un de populaire qu'on ramène dans une campagne de marketing d'influence. Et pour le cas de cette campagne, il devient un influenceur commercial, tel que défini par la loi européenne et récemment française sur l'influence commerciale. Mais quand on parle d'influence commerciale, c'est une mauvaise traduction de marketing d'influence. Donc pour moi, un influenceur est un agent dans une campagne de marketing d'influence. Donc quelqu'un qui a été sélectionné sur la base de sa popularité pour faire passer le message d'une marque à son audience. Maintenant, il y a une controverse quant à l'efficacité de cette technique. Et après, je vais revenir sur le cas particulier des créateurs de contenu qui aussi bénéficient d'une certaine notoriété, d'une certaine popularité et qui sont appelés dans le cadre de campagnes d'influence. Et maintenant, il y a aussi ces gens-là qui sont très populaires. On ne sait par quel moyen, coup de buzz, 1 million d'abonnés, décrétés influenceurs. Ils ont acquis leur popularité, parfois de manière douteuse. Et on se dit que cette popularité vaut autorité. Beaucoup de gens confondent donc la popularité et l'influence. Parce que vous devez avoir une capacité d'influence. Est-ce que ce que je vous donne me permettra de faire en sorte que les gens qui vous suivent viennent acheter mon produit ou viennent à mon événement? Récemment, on avait entendu Deux Spaghetti, il s'appelle comment le chanteur là? Kossi, voilà. Se plaindre qu'il a 1 million de followers, mais qu'il n'avait pas vendu 1000 disques, ou il n'avait pas eu 1000 téléchargements, un truc comme ça. OK. Beaucoup de popularité, très peu d'influence. C'est ce que ça signifie tout simplement. OK. Et récemment, il y a eu une controverse avec des professionnels sur LinkedIn, puisque moi je suis sur LinkedIn, et on discute avec des professionnels du monde entier, de stratégie de marque. OK. Et il y a Will Poskett, qui est un brand strategist anglais, qui a posé le problème de dire pourquoi est-ce que le CEO de Stove quelque chose, donc il y avait un barbecue en fait comme un intérieur mais qui ne sort pas de fumée. Pourquoi est-ce qu'il a été viré après avoir utilisé Snoop Dogg dans une campagne de marketing d'influence pour 2 posts? Snoop a été payé des millions. Il a fait un premier post pour dire j'abandonne la fumée. Et tout le monde a interprété ça. Snoop a arrêté de fumer le... Est-ce que je peux dire ça ici? Oui, allez-y. Bon, Snoop a arrêté de fumer le ntar. Événement mondial. Snoop Dogg arrête de fumer la ganja. Boum, ça monte. Deuxième post, en réalité, il avait son filon à la main
je parlais de la fumée du barbecue. Maintenant, je peux mettre mon barbecue, il n'y a pas de fumée. Et moi, je ne connaissais pas cette marque. Beaucoup de gens ne connaissaient pas cette marque. Alors, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on vire le président J'allais vous poser cette question. de cette entreprise qui a choisi Snoop Dogg comme égérie pour cette campagne, donc comme influenceur pour cette campagne? Parce que Snoop a une force de persuasion. Il peut dire aux jeunes, arrêtez de fumer. Et les jeunes vont arrêter de fumer parce que c'est Snoop qui l'a dit. Mais beaucoup de gens fument parce qu'ils ont vu Snoop fumer. Il a de l'influence. Il est une autorité dans la fumée. Parce que l'influence, c'est la persuasion, et la persuasion marche avec l'autorité. Est-ce qu'on reconnaît l'autorité dans ce domaine précis? Maintenant, il faut savoir, est-ce que le but de la campagne, c'était la notoriété, ce qui est le cas, très bien fonctionné, tout le monde est au courant, ou l'objectif, c'était de créer des achats, ou générer des achats, ou provoquer des achats? Et là, dans la discussion avec les professionnels, on s'est dit, peut-être c'est la faute à l'agence d'avoir proposé une campagne de relations publiques, parce qu'en fait, des campagnes d'influence, c'est des campagnes de relations publiques. On utilise une personnalité connue pour faire passer un certain message, parce qu'il a une audience à laquelle la marque, forcément, n'a pas accès. C'était à l'agence de dire à l'entreprise, non, ce n'est pas un bon choix et tout. On a dit non, ça, ce n'est pas la question. Est-ce que le but de la campagne était la notoriété? Est-ce que le but de la campagne, c'était générer des ventes? Si on répond à cette question, il n'y a plus de débat. Si le dirigeant avait promis des ventes massives après la campagne, immédiatement après la campagne, parce que ce que les gens ne comprennent pas souvent avec les campagnes d'influence, c'est que c'est des campagnes de notoriété qui vont sensibiliser les gens à l'existence d'une marque. Et à partir du moment où on sait que cette marque existe et que mon influenceur préféré en a parlé, mon créateur de contenu préféré en a parlé, alors je vais considérer cette marque lors d'un achat prochain. Et beaucoup de gens font donc l'erreur d'utiliser des campagnes d'influence pour de la vente directe, en disant « Allez regarder Vuri TV, allez regarder Vuri TV, c'est la meilleure chaîne du moment. » Il y aura très peu de chances que ça arrive. Or, si de temps en temps, dans mon contenu, je vais parler de Vuri TV, les gens disent que bon, Vuri TV, c'est quoi? Et avec le temps, vous allez remarquer une croissance des gens qui vont arriver sur Vuri TV. Voilà comment fonctionnent les campagnes d'influence. Donc, on ne peut pas se baser sur une campagne d'influence pour dire on n'a pas eu des ventes immédiates, oui, mais qu'est-ce que cette campagne a eu comme impact sur l'image de votre marque? Mais à vous entendre parler, c'est des gens qu'on appelle communément influenceurs, ne le sont pas. Je cite les noms, comme ça, Nathalie quoi. Parce que c'est de l'esbrouf. Même les gens qui les appellent pour les campagnes ne savent pas ce que c'est que le marketing d'influence. Ils ne savent même pas ce que c'est que le marketing tout court. C'est ça le vrai problème de base. Beaucoup d'impostures. Pas parce que quelqu'un est populaire que forcément il a de l'influence. Pas parce que quelqu'un est populaire que forcément son image est bonne à coller à l'image de notre marque qui, elle existe. Je prends celle qui a fait la publicité de l'eau là. Elle s'est mariée récemment, on a dit valeur familiale, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Et la boisson, je ne veux pas citer de nom, a une longue histoire avec la famille. Elle incarne des valeurs de la famille, elle vient de se marier, elle est enceinte, alors forcément ça match. Sauf que, comment est-ce qu'elle est devenue populaire? Pourquoi est-ce qu'on la connaît? Pour quelle raison on s'intéresse à elle? Est-ce que ces valeurs concordent avec les valeurs de cette eau minérale? C'est pour ça que ça peut être un succès. Ça peut être un succès. Et ensuite, les scandales suivent. Ah, elle est en train de se séparer de son mari. Ah, finalement, on n'est même pas sûr que c'est le père, l'enfant du mari. On n'est même pas ceci. Vous imaginez l'impact que ça a sur l'image de la marque? On continue là. Merci parce que vous êtes en train de nous renseigner sur beaucoup de choses. Parlons un peu d'argent. On a tendance à croire, et moi particulièrement, que des jeunes aujourd'hui sont rivés vers les réseaux sociaux et ne travaillent vraiment plus. Chacun fait sa petite vidéo et ça donne beaucoup d'argent. Ils deviennent subitement très riches. Comment on gagne de l'argent sur Internet? De plein de manières, hein. Mais il y a deux manières principales. En travaillant ou en volant. On vole? On vole sur Internet? Le scammer. Oui. Je monte un schéma, je vous dis, OK, voilà, actuellement, je suis à Nice, ma vie de rêve, j'ai un système infaillible depuis 1 an qui m'a permis de travailler, de générer environ 8 millions de francs CFA par mois. Si vous le voulez, allez vers le lien, vous achetez la documentation et je vous organise une petite interview, on va discuter et rassurez-vous, dans les 3 prochains mois, vous allez me retrouver ici. Schéma.
Scam. Scam. C'est aussi une façon de travailler, Oui. mais c'est du vol. Du vol, oui. Et il y en a qu'on va voir. Oui, actuellement, je suis à Dubaï, je suis dans la boutique telle et tout. Voilà, vraiment, Dubaï, c'est beau. Ça chauffe là-bas, ça chauffe. C'est aussi une façon de gagner de l'argent. Et il y en a qui disent, OK, je suis tel, mon entreprise travaille dans tel domaine, on a accompagné telle entreprise, on a fait telle chose. D'ailleurs, même si vous avez vu ce travail, c'est nous qui l'avons fait. Alors, faites-nous confiance pour votre prochaine campagne, on pourra vous accompagner. Comme Flotin Corp. Lotincom, oui. Voilà. Nous, c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est une façon de gagner de l'argent. Vendre ses services. Et comment est-ce que ces jeunes, dits influenceurs, deviennent subitement très riches? Oh, il n'y a pas de richesse là-dedans. Il faut voir juste comment ils sont habillés. Et quand on nous invite dans des émissions télé, il faut voir avec quoi ils rentrent. Donc, il y a beaucoup de mythos. Beaucoup de mythos. J'ai appelé ça le mythotelling. Parce qu'il y a le storytelling, mais il y a le mythotelling. Les gars se racontent beaucoup d'histoires. Et ce qui est pire, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes d'abord. On leur a vendu une vie sans leur présenter la manière d'avoir de l'argent avec cette vie. Il y a des je gens... vous arrête un peu, Lotin. Dernièrement, je crois que ça fait quelque temps, Loa Minga, elle a publié sur les réseaux sociaux, des liasses d'argent qu'elle venait de gagner par Internet. Mais ça a quand même fait tiquer. Laure Loaminga, Oui. Loaminga, oui, ben, c'est une créatrice de contenu. Elle est productrice aujourd'hui. Elle fait travailler du monde. Donc forcément, elle a du sponsoring pour tourner. Et il y a de la monétisation. OK, maintenant, la monétisation n'est pas éligible au Cameroun. Okay, je ne sais pas par quel miracle elle a réussi à gagner de l'argent par la monétisation, quel réseau elle a utilisé. Mais il y a beaucoup de créateurs de contenu, parce que ça, c'est du boulot. Elle a produit quelque chose, donc de l'entertainment. Les gens regardent, elle a des vues, ça génère des revenus publicitaires, ça génère du sponsoring. Et effectivement, oui, elle peut justifier ce revenu. D'accord? Okay. Mais il y en a qui ne font pas ça. Ah, voilà ma dernière chaussure que j'ai achetée à la boutique Chanel. Tu as eu l'argent où pour aller chez Chanel? Tu as payé le billet d'avion comment? Ton activité principale, c'est quoi? Qu'est-ce qui te rapporte l'argent? C'est ce que tu as signé un contrat avec Chanel qui t'a donné peut-être 2 000 euros, 4 000 euros pour que tu parles de sa chaussure. Il faut qu'on se pose souvent les bonnes questions. Oui. Donc, il y a beaucoup de naïveté à penser qu'il suffit de faire une belle vidéo pour gagner de l'argent. Même le programme de créateurs de TikTok n'est pas éligible au Cameroun. YouTube pas au Cameroun, Meta pas au Cameroun. Alors, tu dis, tu es au Cameroun, tu fais de l'argent avec Internet, comment? Dis-nous. On ne t'a pas vu produire un contenu réel qui génère de l'engagement, qui a du sponsoring et qui a des annonces. Tu fais comment pour avoir l'argent? TikTok aujourd'hui, c'est devenu le marché pour le piment. Même les vidéos Facebook, là, si vous regardez toutes les jeunes Camerounaises, même les jeunes garçons aujourd'hui qui veulent devenir des femmes, tout le monde se filme, ils mettent le produit en valeur. J'avais pas envie de dire ça comme ça, mais c'est les faits. Voilà comment beaucoup se font de l'argent. Parce qu'il n'y a pas de talent derrière. Il y en a qui ont du talent, qui réussissent en produisant des vidéos drôles, entertainment, en produisant du contenu dans lequel on a envie de mettre des annonces, se font de l'argent. Par des moyens détournés parce que la monétisation n'est pas éligible au Cameroun. C'est quoi donc la monétisation réellement? La monétisation, c'est en fait moi qui propose un contenu à une plateforme, disons Facebook, ok, et Facebook qui propose ce contenu à des annonceurs, des gens qui veulent placer des publicités. Oui. Donc tous ces gens qui sponsorisent là, qui font des campagnes en fait, contribuent à financer ça. D'accord? Donc si quelqu'un paye une insertion publicitaire, une annonce sur Facebook en fonction des centres d'intérêt qui sont définis dans mon profil, les genres de vidéos que je produis, Facebook va donc insérer sa publicité dans ma vidéo. Et en fonction des gens qui vont voir, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut avoir au moins 10 000 followers, par exemple, sur Facebook, pour commencer pour être éligible déjà à l'insertion publicitaire dans les vidéos. Donc, avoir tel nombre de vues, durée de vue maximum, minimum, parce que je me suis vraiment renseigné sur les procédures, mais sauf que ce n'est pas éligible au Cameroun.
Pourquoi ce n'est pas éligible? C'est des conditions que la plateforme, par exemple, pose au pays pour dire, OK, pour m'installer chez vous, par exemple, je ne vais pas payer d'impôts pendant 5 ans. Toutes les données que je vais collecter, je ne partage pas avec vous. Tout ce que je vais faire, ceci. Bon, il y a des pays qui acceptent et d'autres qui n'acceptent pas. Et ils peuvent négocier, trouver un terrain d'entente et puis, voilà, ils s'établissent. Mais quand il y a eu une loi des finances, je crois, il y a 2 ou 3 ans, Facebook a commencé à facturer la TVA à toute personne qui payait en sponsoring sur sa plateforme. Et cette TVA a été collectée pour le compte de l'État camerounais. Donc, à partir de là, quand même, les gens auraient dû comprendre que le tour des revenus arrive. Oui, parlons donc de tout des revenus. Si Facebook, la monétisation de Facebook, YouTube, toutes ces plateformes-là, ce n'est pas éligible au Cameroun, comment alors l'État camerounais voudrait prélever la taxe sur le revenu des influenceurs? Est-ce que c'est même d'abord un métier, les influenceurs? Influenceur n'est pas un métier, comme je l'ai expliqué, c'est un statut temporaire dans le cadre d'une campagne de marketing d'influence. Il suffit d'être populaire, d'avoir une audience et d'être approché par une marque, un annonceur pour dire « Ok, je voudrais utiliser ton image pour faire passer mon produit. Et là, on devient influenceur pour ce cas précis-là. Mais maintenant, être influenceur, ce n'est pas seulement être populaire, c'est avoir l'autorité et la force de persuasion pour dire aux gens « Ok, achetez ce produit » et l'achète. Il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu pour dire qu'on est influenceur. Maintenant, on peut être influenceur commercial, c'est dans le cadre d'une activité, ok, commercial, marketing d'influence, ok. Mais influenceur, tout le monde est influenceur. Amener mon enfant à aller se laver, c'est exercer une sorte d'influence sur lui. Dire aux gens de se connecter à 10 h du matin pour écouter ce que j'ai à dire, c'est avoir une forme d'influence sur eux. Et là, on ne paye pas les taxes. Pourquoi on ne paye pas les taxes? Attendons. On paye déjà les taxes. Par exemple, moi, je sponsorise une publication, je paye les taxes puisque Facebook me facture une TVA. Et je paye une taxe à la consommation. Je consomme un service que je paye. Je paye déjà une taxe à la consommation qui est la taxe sur la valeur ajoutée. OK. Je pose dans la question clairement. Non, j'arrive sur les revenus. Oui, j'arrive sur les revenus. Donc, tout le monde peut influencer. OK. Mais est-ce que tout le monde a la qualité, la quantité d'influence qu'on lui demande quand on lui donne de l'argent? Non. OK. Maintenant, en tant que créateur de contenu, en tant que quelqu'un qui génère du revenu sur une plateforme tierce, si ce revenu m'est versé au Cameroun, c'est un argent qui entre dans le pays. Il est imposable, c'est un revenu. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour ceux qui sont salariés et qui savent à quoi ressemble un bulletin de paye, il y a une ligne IRPP. Eux, ils payent les impôts depuis des années. Alors, payer une taxe à la consommation sur Facebook ne suffit pas qu'on paye les impôts. Vous ne payez pas le sponsoring, vous ne payez pas la TVA. Vous ne rentrez pas d'argent. Les influenceurs payent les impôts? Je ne sais pas. Puisque ce n'est pas à moi qu'on déclare les impôts, il faut demander à la Direction générale des impôts. Si tous ces gens qui disent qu'ils font des millions sur les réseaux sociaux les déclarent à la fin de l'exercice. Parce que je leur ai souvent dit, faites attention, parce que quand le redressement viendra sur vous, il ne faut pas pleurer. On vous montrera des vidéos pour dire comment vous avez eu 200 millions sur telle chose. Et on va vous demander pourquoi vous n'avez pas versé les 5,5% de précompte sur le chiffre d'affaires afférent si vous êtes dans les services, ok, et 2,2% quand vous êtes dans l'industrie, un truc comme ça. Donc, pourquoi vous ne les avez pas payés à ce moment-là? Pourquoi vous n'avez pas déclaré cet argent? Ok? Donc, entre dire que j'ai l'argent et prouver que tu as l'argent, c'est différent. Maintenant, rassurez-vous, le système est déclaratif. Si je ne le déclare pas, il n'est pas imposé. Mais si on se rend compte que j'ai rentré un argent que je n'ai pas déclaré, j'ai droit à un redressement. Supposons par exemple que la France étant éligible à la monétisation, mon compte est basé en France, et c'est en France que YouTube, Facebook, TikTok me verse mon revenu de monétisation pour dire, OK, on a gagné 100 000 euros sur les annonces avec ton contenu, tu as droit à 30%, donc 30 000 euros. Si c'est en France et que je dois recevoir cet argent par le parcours légal, c'est-à-dire par un virement bancaire, la fiscalité française va me prélever 30% sur ce revenu avant de me l'envoyer au Cameroun. À moins que je remplisse un formulaire spécifique
parce que le Cameroun et la France ont un accord fiscal. Pour dire, je suis résident camerounais et je déclare sur l'honneur que ma résidence fiscale est au Cameroun. C'est un document de relations extérieures, un truc comme ça, avec le ministère de l'économie. J'ai oublié le nom du formulaire, je crois qu'il y en a un ou deux. Donc vous le remplissez, normalement, vous le déposez au consulat, ici, et on envoie, vous scannez, et vous renvoyez à l'entité qui doit vous verser vos droits. Ok, c'est ce que moi je ferai bientôt, puisque je suis édité en France. Quand mon éditeur voudra me payer, je devrais remplir ce formulaire pour qu'on ne me débite pas 30%. Ok, et moi, quand je vais recevoir cet argent, je vais aller déclarer aux impôts pour dire, voilà, les revenus dans mes royalties sur mon livre que j'ai reçus de mon éditeur en France, et je dois payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Je ne sais pas ce que c'est, combien ça coûte, parce que je ne l'ai jamais payé. Moi, j'ai toujours payé l'impôt sur les sociétés puisque j'ai une entreprise. Oui. C'est 30% du bénéfice. Ok, donc, si je fais venir l'argent au Cameroun qui entre sur le territoire camerounais, je dois le déclarer et je dois payer des impôts dessus. C'est normal. Oui. Puisque les gens se plaignent que, ouais, on mange l'argent de nos impôts, on n'a même pas les routes. Vous payez les impôts. Maintenant qu'on commence à payer les impôts, pourquoi c'est les pleurs? Mais vous voulez les belles routes? Il faut payer les impôts. Il faut peut-être créer des emplois. Mais ceux qui créent des emplois ont certaines facilités, mais sauf qu'au Cameroun, le salaire coûte très cher. Ok, le salaire coûte très cher au Cameroun. Quand vous avez un salarié, vous payez déjà des charges sociales, ok, que ce soit celle de l'employé, que ce soit du côté de l'employeur. Ça coûte très cher, il y a des assurances, maladies, suicide, le salaire coûte cher. Donc, créer des emplois, ce n'est pas simplement créer des emplois pour avoir des esclaves. Il faut créer des emplois pour mettre des gens dans des conditions où ils seraient bien. Et ce n'est pas à l'État de créer des emplois. Le rôle de l'État, c'est de créer des conditions dans lesquelles c'est facile pour des entrepreneurs de créer des activités qui génèrent des emplois et qui génèrent des revenus. Restons dans les réseaux sociaux. Il y a ce phénomène qui a embrasé les réseaux sociaux un certain temps. Des jeunes à 33 ans qui partent. Je suis un peu léger quand j'utilise le mot qui partent, qui meurent. À 33 ans, ils meurent très jeunes. Et ils meurent parce qu'ils ont vendu sans doute le rêve. Et pas seulement au Cameroun, on a vu en Côte d'Ivoire et un peu partout. On a parlé du phénomène des brouteurs et bien d'autres. Mais vous qui êtes un expert en marketing, puisqu'après la deuxième dorsale de cette émission, c'est parler de vous, un marketiste, qu'est-ce qui justifie ça? Et de l'autre côté, c'est question à l'autre volet de ma question, le phénomène de porte-à-porte qui aussi a mis de la boue sur ces jeunes filles qui prétendent être des influenceuses. Pas seulement jeunes filles, jeunes garçons aussi. C'est grave, c'est très très grave, parce que c'est des sujets que j'ai souvent abordés, mais je crois que c'est générationnel, et c'est des problèmes sociaux. Donc, c'est aux sociologues d'essayer de répondre à cette question, parce que depuis 3 ou 4 générations, c'est ce que j'ai appris de mes parents, de mes grands-parents, la manière dont la société fonctionnait. On est en train d'aller vers ce qu'on appelle la fin des temps dans la Bible, où on est dans la démesure, où on fait tout dans l'excès. Il y a eu une inversion des valeurs. Oui. Aujourd'hui, dans la société, celui qui est respecté, ce n'est pas le plus intelligent, ce n'est pas le gars qui était premier de la classe, ce n'est pas le gars qui travaille le mieux, ou la fille qui sait s'occuper d'une maison, qui est respectueuse. C'est celui qui a l'argent. Celui qui est respecté dans notre société aujourd'hui, c'est celui qui a l'argent. Même dans la réunion de famille, ça a souvent été une blague pour dire que même si ton petit fait plus d'argent que toi dans la réunion de famille, maintenant c'est toi qu'on envoie acheter la boisson. On en rit, mais c'est très grave. Mais c'est ce qui se passe dans nos familles. C'est ce qui se passe dans nos villages. Et tout le monde veut le respect. Et c'est l'argent qui donne le respect aujourd'hui dans notre société. Alors tout le monde va chercher l'argent. Peu importe les moyens, il me faut le respect. C'est que quand je passe au quartier, on dit que non, voilà quelqu'un. Président, sénateur, grand patron, grand boss, Bao. Boss des boss. Le boss des boss, voilà. Tout le monde veut le respect. Du coup, on prend des raccourcis, on se prostitue,
On vend son âme au diable, on entre dans des trucs pas nets, on devient blanchisseur d'argent. Il y a beaucoup de créneaux. Mes enfants sont encore petits, tu vois. Donc, je préfère m'arrêter là. Tu veux voir tes enfants grandir? Je vais les voir grandir, accompagner ma fille aînée et même ma Benjamin à la mairie avec la longue robe blanche, avec mes cheveux blancs. Il faut que j'arrive à ça. Donc, je préfère m'arrêter là. Quand on entend... Mais on s'est compris. Oui. Il y a une inversion des valeurs où les gens pensent que c'est en trichant qu'on s'élève dans la société. Et même qui a dit que s'élever dans la société, c'était la meilleure chose à chercher. La première semaine de l'année, puisque j'ai une newsletter qui s'appelle Business Dispatch sur LinkedIn, que j'adresse à tous ceux qui entreprennent, où j'aurais posé une question. Pour vous, à quoi ressemble le succès? Définissez ce que c'est que le succès pour vous-même par rapport aux autres. Les films américains, Hollywood, il y a beaucoup de drogue là-bas. Ils ont vendu le rêve du succès. La grande maison, les belles voitures, la belle piscine avec des jolies filles dedans quand on est un homme. Et quand on est une femme, un mari riche, une grande maison, une belle maison, faire les courses à la 5e avenue. Voilà comment nous a dépeint le succès. C'est quoi le succès selon vous? Selon moi, c'est simple. Hein? J'ai envie de manger un beignet sucré. Je peux payer mon beignet sucré, je mange. Ma fille veut manger son hamburger. Je vais payer son hamburger, elle mange. On ne me coupe pas le courant parce qu'elle n'est pas payée, on me coupe pas l'eau parce qu'elle n'est pas payée. Je mange tous les jours, mes enfants peuvent aller à l'école. Je suis en santé. C'est ça pour moi le succès. Bien, mais vous avez été presque blacklisté. Là, c'est pour sortir carrément des réseaux sociaux. Blacklisté sur Facebook. Racontez-nous comment ça s'est passé. Parce que vous n'êtes plus présent sur Facebook. Oui, j'ai limité mon activité sur Facebook. De temps en temps, je fais un peu de veille dessus pour voir ce qui se dit, mais j'ai désinstallé l'application depuis bientôt 1 an, parce que c'est en mars que j'ai annoncé que je limitais mon activité sur le Meta. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remarqué que plus le temps passait, quand j'abordais certains sujets, comme des sujets dont on vient de parler là, la portée de ma publication était limitée. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont vu 5 jours plus tard. Je me suis dit, OK, je ne suis pas payé par Facebook pour créer du contenu. Je crée du contenu, je crée de l'engagement, je fais en sorte que les gens restent sur la plateforme parce qu'ils interagissent avec mon contenu. Je ne suis pas payé pour ça, mais ils me font chier. Je ne suis pas leur employé, je suis leur esclave. Maintenant, avoir un compte restreint, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les gens ont signalé votre contenu. Donc, c'est devenu une chasse aux sorcières, une sorte de vengeance. Ah oui, le gars ne doit plus parler. Pourquoi il vient mettre sa chose sur nos bouches, sa bouche sur nos choses? Et c'est même d'abord influenceur. Pourquoi il vient parler d'influence? Toujours en train de critiquer, n'est jamais content de ce gars. Mon père, pardon, il faut travailler sur ta femme, mais ne vais pas gêner les gens ici. Alors, on a signalé mon compte en masse. Et toutes mes publications sur l'influence que j'ai faites sur Facebook récemment ont été supprimées, soi-disant atteinte de la loi de la cybersécurité. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai même pas partagé de lien pour dire que atteinte à la cybersécurité. Et quand j'ai remarqué que c'était récurrent et que chaque fois c'est des menaces de Facebook, on va suspendre votre compte, oui, votre commentaire va à l'encontre de, j'ai dit, OK, il y en a marre, ça n'apporte plus rien à mon business parce qu'au début c'était bien. On me voyait, on me donnait du travail et tout, c'était sympa, mais Facebook a beaucoup changé, c'est devenu un vrai dépotoir. Même s'il y a des façons quand même de s'en sortir, de rester propre, hein, mais c'était plus pertinent pour moi. Et quand on dit pertinent pour moi, c'était plus pertinent pour mon business. Donc j'ai fait une petite vidéo où j'expliquais les raisons pour lesquelles je ne serais plus sur Facebook. Je vais arrêter de poster sur Facebook. Et j'ai tenu ma parole, je n'ai pas fait comme certaines personnes. Ah, j'ai quitté les réseaux sociaux. Et puis le lendemain, oh, mes fans, vous m'avez manqué. Athée. Bon, bref, c'est pour dire qu'il faut savoir ce qui est bien pour nous. Facebook, je leur apportais de l'engagement. Et il y a des gens qui m'ont dit, mes grands frères, vraiment, reviens. Et tout depuis que tu es parti, il n'y a plus de contenu intéressant sur Facebook. J'ai dit oui, mais quand je me faisais lyncher, je ne voyais personne pour me défendre. Alors je me suis posé une question, je suis en train de vouloir mourir pour qui? Je me préfère et je veux voir mes enfants grandir. OK? Donc c'est pour ça que je pars et puis j'ai annoncé aux gens qui veulent me retrouver sur LinkedIn et sur Dicalo, qui est une plateforme camerounaise
que je suis en train de soutenir ces derniers temps parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé, oui, mais pourquoi le gouvernement camerounais impose des influenceurs alors qu'ils refusent, n'ont pas à encourager la monétisation sur leur territoire? Oh, oui. J'ai dit, ben, c'est parce que les influenceurs ne se sont pas assez battus. Ne demandez pas au gouvernement camerounais de mettre la pression à Facebook pour monétiser au Cameroun. Soutenez les plateformes locales. Il y a Vori TV, par exemple. Il y a Orimo TV, je crois, de Blaise Options. Il y a des choses comme ça. Allez monétiser là-bas. Orimo, par exemple, peut dire que, bon, moi, je vais mettre tous mes contenus sur Vori TV. Et Vori TV met en place un système de monétisation pour dire, OK, pour une vue, pour les abonnés de Vori TV, tu gagnes telle somme, par exemple. Vous croyez que s'il gagne plus, sans tous les contournements passés par la Suisse, la France, la Belgique et tout ça, pour récupérer son argent, il n'a pas de stress, il gère tout au Cameroun, il ne va pas venir sur Vori TV. Oui, bien sûr. Mais il y a des gars qui vont dire, bon, c'est Vori TV, c'est camerounais, c'est pas fiable, c'est Dicalo, c'est camerounais, c'est pas fiable. Vous savez, vos frères, ils n'aiment pas nous voir ici. Quand on voit qu'il a déjà fait 100 000 euros, il va bloquer mon compte. Bref, il y a encore un grand problème de mentalité. Mais les influenceurs devraient boycotter ces plateformes en masse pour choisir des solutions africaines qui leur permettent de gagner leur argent avec leurs fans du monde entier, à leurs conditions. Mais comme aucune union n'est possible, on a vu sur le terrain hier les lions indomptables. C'est compliqué que les Camerounais se mettent ensemble pour faire quelque chose. Donc ils n'en ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Moi, je ne peux pas les défendre. Je ne peux pas les défendre. Ils sont responsables de leur situation. Moi, j'essaie de fédérer des graphistes ici au Cameroun quand j'ai vraiment commencé la profession. Ça n'a pas marché. J'essaie de fédérer les agences pour dire, OK, arrêtons de faire les appels d'offres qui sont au détriment de nos équipes et tout. On a oublié de dépenser de l'argent pour espérer gagner un marché. Personne ne m'a suivi. Donc, ça ne me concerne plus. Moi, je vais seulement mon beignet sucré. Tu vois. Vous avez choisi, vous n'avez pas voulu faire comme d'autres jeunes, aller à l'étranger. Parlons maintenant de vous, maintenant. Henri Lotin renvoie à un nom très célèbre, Ébois Lotin. Je m'attendais à rencontrer un très très grand chanteur, un musicien. Pourquoi avez-vous refusé de faire le métier de papa? Vous entendez ma voix là? Je ne peux pas chanter, pas le talent. Pas parce que papa était chanté que c'est un bon chanteur. Et vous êtes le fils aîné? Ça veut dire quoi? Il aurait pu aussi être pasteur, comme son père à lui. Et il était chanteur, voilà. Très grand génie camerounais, comment étaient vos rapports? Oh, c'est de très bons rapports. Hein. C'était un monsieur très exigeant, très rigoureux. Je crois que c'est ça que j'ai hérité de lui. Par contre, je suis un très bon menuisier, parce qu'il était aussi menuisier, sculpteur, ébéniste. Et j'étais régulièrement fourré dans son atelier. Ce que je fais aujourd'hui, je peux en être fier. Ça, au moins, j'ai pris ça. C'est-à-dire, mais le chant, moi, ça m'a sauté. Peut-être mes enfants. Mais ça a sauté une génération, dans mon cas. Vous ne jouez pas aux instruments? Oh, j'ai été excellent guitariste à une époque. J'ai commencé à l'église et puis j'étais dans l'orchestre de l'université de Douala, Douala University Music, où j'ai fait ma première grande scène internationale. C'était, je crois, le Massao, où on nous avait mis quand même à l'honneur pour présenter une de nos chanteuses. J'ai fait une deuxième édition du Massao, cette fois-ci en tant que chef d'orchestre d'une jeune artiste camerounaise, Jade, et en Europe, en Angleterre, je crois bien. Actuellement, j'ai aussi fait la première partie d'Henri Dikongué pour un concert caritatif, toujours avec la même chanteuse. J'ai arrangé pas mal de chansons, j'ai écrit pas mal de chansons. Je continue à espérer qu'un jour, peut-être, mon album sortira si je trouve la bonne chanteuse. Mais actuellement, je suis en train de travailler sur la direction artistique d'une jeune Camerounaise très talentueuse, Rosinga. Donc, ça fait 3 ans qu'on est dessus. On trouve que c'est lent, je travaille trop lentement. Je lui dis non, c'est une question de feeling. Il faut faire les choses bien. On a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Et puis, il faut qu'elle vive sa vie, qu'elle accouche ses gosses et qu'elle puisse avoir maintenant du temps pour sa carrière après, quoi. Donc, voilà un peu moi ce que je fais au niveau de la musique actuelle. Un regard sur les droits d'auteur au Cameroun. La grosse merde. Mais ceux qui sont là font l'effort. Mais je pense quand même qu'ils ne sont pas assez équipés pour faire les choses correctement, puisque nous, par exemple, on est aussi à la SACEM. Ça se passe complètement différemment là-bas, quoi. À la SACEM, quand vous recevez vos feuillets, vous savez pourquoi vous avez été payé telle somme.
Était streamé tel nombre de fois sur Spotify, tel nombre de fois sur Apple, tel nombre de fois sur Deezer. Voilà, sur Amazon, c'est passé dans telle chaîne. Bon, vous n'avez pas pressé de disque, donc pas de droit de reproduction mécanique. Vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez. Donc, c'est très suivi. OK, et puis voilà, tu es mort, quoi. Ça fait 26 ans, donc c'est compliqué d'espérer quoi que ce soit, à moins de faire des rééditions, des choses comme ça. Mais ça demande beaucoup d'argent. Mais sauf qu'au Cameroun, j'ai demandé, OK, est-ce qu'il y a des feuillets? On m'a dit, oui, il y a un feuillet. J'ai une petite page pour dire, OK, voilà, une répartition, ceci, 20 à 70%, ça 30%. Pas de suivi, c'est passé à la CRTV combien de fois, c'est passé à RTM combien de fois, est-ce que Vuri TV a passé ça sur YouTube? Rien. Mais est-ce qu'il y a des chansons que votre feu père n'a pas sorties avant sa mort? Aussi, il y avait un album à titre posthume que les gars, ils ont bousillé. Voilà. Et puis, j'ai demandé que ça sorte pas, quoi. Avec la famille, quand je dis je m'attribue le beau rôle, mais c'est toujours maman qui est mandatrice de la succession. Donc, on s'est opposé à ce que ça soit sur le marché parce que ça ne représentait plus l'esprit de ce qu'il avait laissé au studio avec Albert Brex. Feu Albert Brex de regretter mémoire aussi. Voilà. À la base, vous êtes un expert comptable. Oui, oui, mais je n'ai pas fini ma formation, hein, il faut qu'on dise la vérité. Oui. Parce que j'entends souvent les gens dire, ouais, Mark Zuckerberg n'a pas fini l'école, Bill Gates n'a pas fini l'école. Gars, c'est Harvard, c'est Stanford, ils n'ont pas fini là-bas. Mais pour entrer là-bas, il faut être fort. Moi, quand je dis que je n'ai pas fini mes études, on dit que oui, mais Big, toi tu dis que tu n'as pas fini tes études, mais tu me demandes de fréquenter. Je dis que non, je n'ai pas laissé le lycée de Bepanda. J'ai laissé à l'Intec de Paris, une des meilleures écoles de comptabilité du monde. On n'entre pas là-bas parce qu'on veut. Donc, comprenez que j'ai seulement compris que ce n'est plus pour moi. Moi, à la base, je voulais avoir mon entreprise. Et vous l'avez aujourd'hui? Depuis, j'arrive, je l'ai aujourd'hui. Depuis le collège, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Je me rappelle le fondateur Pamen, paix à son âme, de la Conquête. Conquête, oui. Oui. Entre dans ma classe en terminale. C'était ma 3e terminale, parce qu'il a fait la terminale 3 fois. C'était un têtu. J'ai raté le bac la première fois parce que j'étais trop obnubilé par mon contrat sport-études à Paris, parce que j'étais un très bon basketteur. Je me suis pété le genou, j'ai échoué le bac, pas de contrat, pas de diplôme, blessé, out. 2e année, ma convalescence, j'ai découvert la musique, la guitare en particulier et le piano. Très concentré dessus, down. 3e année, on a dit que mon petit, dernière chance, sinon tu vas aller puiser le sable à la carrière. On dit que bon, tous on se concentre. Et c'est donc là qu'on voit la Conquête parce que c'était plus discipliné quand même. Sérieux. Et j'étais plus dans mon environnement ordinaire, donc je me suis challengé un peu. Et c'est là qu'il entre en classe. Ça, c'est juste pour dire aux gens que c'est possible d'échouer, même qu'on est très intelligent. Tout dépend de comment vous êtes discipliné, de l'encadrement que vous avez, de l'environnement dans lequel vous vivez. Oui, bien sûr. L'intelligence ne suffit pas. Il faut l'encadrement, il faut la discipline. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce qu'on m'a dit, c'est pas possible, on ne te croit pas. Je dis que oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous ne croirez jamais sur moi, de toute façon. Donc, il entre en classe et il dit, qui croit en l'auto-emploi? Nous étions 2 à lever la main. J'ai mon entreprise aujourd'hui. L'autre était ingénieur sur Nokia. Je crois que comme Nokia a été racheté, je ne sais pas où il est maintenant, mais il est ingénieur. Il travaille pour quelqu'un, monté 2 sur environ 50 élèves à lever les doigts. Donc, moi, ayant cette volonté-là de créer mon entreprise, on m'a dit, OK, ton entreprise va faire dans quoi? Je dis que je ne sais pas encore. Mais je sais que je vais avoir mon entreprise. On me dit, OK, donc pour avoir une entreprise, il faut savoir gérer une entreprise. Donc, tu vas faire comptabilité et gestion des entreprises. Mais on m'a dit, bon, pour te familiariser un peu, va d'abord à l'université, puisque tu n'as pas fait G2. Je me retrouve à l'université de Douala, mais j'ai passé plus de temps au club musique de l'université de Douala et dans les dortoirs de l'université de Bouya. Donc, on se comprend un peu. Voilà. Non, c'était pas pour moi. On a dit non, le BTS, c'est plus rigoureux et tout. Donc, je tombe sur le professeur Ekoumkan, expert comptable et tout. J'avais jamais fait la comptabilité. Je savais pas à quoi ressemblait un journal, un grand livre des comptes, des choses comme ça. Je savais pas. Débit, crédit. Et en 2 ans, j'ai mon BTS. Parce que j'avais un excellent enseignant. OK. La suite, c'était quoi? OK, tu as ton BTS, tu peux être expert comptable. OK, quelle est la meilleure école de comptabilité? Oui, l'Intec et tout. OK, il y a l'ONECA ici, donc tu peux te préparer ici à les composer à l'étranger. OK, tranquille. Et je me rends compte que ce n'est pas pour moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je laisse tomber parce que je découvre le marketing dans mon cours de contrôle de gestion.
Il y avait un chapitre sur le marketing parce qu'en fait, on nous fait mettre des gestionnaires d'entreprise. Et pour ça, il fallait connaître comment fonctionne une entreprise commerciale et une entreprise industrielle. Donc, même la qualité, contrôle qualité et tout. Parce que quand on est un manager, on doit savoir comment fonctionne chacun de ces départements. Bien sûr. Pour savoir les indicateurs de performance à mettre en place et tout. Et il y avait donc un cours en contrôle de gestion, en fait, un chapitre en contrôle de gestion sur le marketing. Et je lis le truc, je dis que mais c'est ça que j'ai envie de faire, pas la compta. Et à l'époque, je crois, avant, j'étais à la BISEC, aux ressources humaines, quand même, avec un BTS en quota. Et là, je dis non, je ne vais plus continuer à la banque, c'est pas ça qui m'intéresse. Je démissionne, je dis ok, je vais m'occuper de mon entreprise, je vais faire du marketing. Mais quoi dans le marketing? Et il s'avère qu'on est en train de préparer les événements Ebolatine Family and Friends pour pérenniser l'œuvre et la mémoire des Ebolatine. Oui. Ok, c'est comme ça que je me retrouve donc dans l'événementiel. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle Lotin Corp Events and Design. On a commencé par l'événementiel avant d'entrer dans le design graphique. Et le design graphique même, je tombe dessus par accident parce qu'au départ, je travaillais avec Arti le créatif dans les studios d'Arti, qui a travaillé avec moi. Moi, je faisais vraiment de la direction. Je ne travaillais pas sur l'ordinateur et tout. Donc, je disais, je veux voir des choses comme ça, je pense à telle couleur, je vois. Et on a fait un travail magnifique qui a été salué par la presse nationale, ça lui a ouvert plein de voies. C'est lui qui a fait le logo des Néo. Arti, donc c'est à travers ça, en fait, qu'il a eu ses ouvertures. Le projet Ebolatine. Donc, à un moment, il est tellement saturé, il ne peut plus continuer. J'ai dit, ok, bon, donne-moi les données et tout. Je vais me débrouiller. C'est comme ça que moi, je deviens graphiste, en autodidacte. Donc, quand on fait la deuxième édition, par exemple, de Ebolatine The Road Side, il y a des gens de Total EIP qui ont été invités par notre attaché de presse, M. Théodore Kaissé, qui disent non, on veut rencontrer les gens qui ont fait ce travail. Et j'arrive à, je vais avoir quoi, 26, 27 ans. Et bon, là, je crois que j'ai gagné 50 kilos entre-temps. Donc, j'étais comme ça. Et la dame de Total EIP me regarde et dit, c'est vous qui avez fait le... Oui, c'est nous. Ok, d'accord, faites-nous un courrier et tout par rapport à notre fête de fin d'année. On souhaiterait que... J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et là, je fais le courrier et tout. Je rencontre sa patronne qui demande à me voir parce que le courrier était bien fait, l'entête et tout, assez pro. Et puis, on avait un style de travail très, très européen. C'est pas trop surchargé comme les créas qu'on voyait à l'époque au Cameroun. Et je suis très fier de dire qu'on a orienté la manière dont le design se fait au Cameroun aujourd'hui. On l'a beaucoup influencé puisque j'ai enseigné aussi. Là, c'est la suite de mon histoire. Donc, elle me rencontre, elle me dit, c'est vous le directeur général de Lotin Corp? Je dis oui. C'est vous qui avez fait le courrier? Je dis oui, madame. C'est vous qui soumissionnez pour dire que oui, madame. Elle dit, ah ok, bonne chance. Je vais simplement voir qui était derrière le courrier. Et là, on est en compétition parce que c'est ça qui ouvre vraiment notre voie pour les travaux extérieurs à la succession Ebolatine. Le contrat avec Total EIP. Quand on finit, on est retenu. Parce qu'on a bien présenté le dossier, on a répondu au brief et tout. Et ils nous disent qu'en fait, on ne voulait pas vous effrayer. Mais on a une agence qui travaille avec nous depuis des années, c'est Vaudou. Et c'est avec eux que vous étiez en compétition. Et là, j'ai dit, on a battu Vaudou en pitch. J'avais même pas 30 ans. Oh là là. Quel espoir. Oui. C'est que peut-être des gens ne le réalisent pas, mais c'était fort. Et ce n'est pas n'importe quelle entreprise, c'est Total, les gars. Total. Qui sponsorise Akanda. Même pas à 30 ans, j'ai eu un premier travail avec Total. Vous avez eu beaucoup de millions. Oui, c'est avec ces millions qu'on a construit les bureaux. Parce que nos bureaux sont construits, on ne loue pas les bureaux. Nos bureaux sont construits en plein à quoi? Presque 100 mètres carrés. Oh là là. Oui. Donc, c'est juste pour dire, mais si je n'étais pas l'enfant des Ebolatine, si je ne m'étais pas porté volontaire pour organiser les choses pour papa, si je n'avais pas de talent, je n'aurais pas eu cette opportunité. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un comment faire ça. Je ne sais pas à dire à quelqu'un comment être le fils d'eux. Donc, je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un pour dire, oh, les jeunes, il faut travailler. Il faut souvent reconnaître quand on a eu des privilèges, quand on a eu des bénédictions, de dire, OK, moi, ma chance a été de. OK, c'est honnête dans le parcours. C'est donc comme ça qu'on commence à travailler pour d'autres entreprises. On a eu à travailler pour la CEMAC, pour la ville de Douala. On a travaillé pour d'autres grandes entreprises. Donc, mais c'est de la qualité de travail derrière qui a suivi. Et on a commencé à être contacté par des agences conseillères en communication. Mais avant ça, en 2010, je crois bien, c'est le cinquantenaire du Cameroun. Et je me fais recruter comme directeur de l'agence conseillère en communication Primitive. Je n'ai pas 30 ans. Et c'est moi qui coordonne la campagne de sélection du monument du cinquantenaire pour le littoral. Et je réécris le déroulement du festival Badoul, nouvelle identité visuelle avec une mascotte, de nouvelles articulations.
avec la propriétaire de l'agence, Madame Michel Esso, aujourd'hui qui est responsable de la communication de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. Donc voilà un peu mon parcours. Moi, je commençais par la pub en réalité. C'est pour ça que je suis directeur créa, puisqu'on a travaillé sur de très très gros projets, dont une entreprise en 2016, c'est comme ça qu'on devient agence de branding, qui s'appelle Omoa, appartient à un groupe au Luxembourg, mais avec une dizaine de filiales en Afrique. Il a fallu consolider l'identité visuelle, travailler sur la charte, redéfinir la marque. Et même l'année dernière, quand ils ont fait les chiffres, après le Covid, ils ont eu de meilleurs chiffres, grâce à notre stratégie de marque, grâce à ce qu'on avait mis en place pour eux. Donc ça, c'est pour dire que quand on sait ce qu'on fait, quand on est concentré, qu'on apprend tous les jours, qu'on se challenge, on peut réaliser de grandes choses. Le tout, c'est pas le paraître, c'est l'être et c'est les réalisations. Parce que derrière, si on se retrouve, est-ce qu'on peut retracer ton parcours? Est-ce qu'on peut savoir que tu as quitté d'ici à là? Aujourd'hui, on voit des millionnaires sortir comme ça de nulle part. Pas de parcours, rien. Il est déjà millionnaire. Mais il a fait quoi pour être millionnaire? Personne ne sait. Personne ne peut vous dire, mais c'est un capitaine d'industrie. Vous êtes auteur aussi? Oui, je suis auteur de plusieurs livres. Donc, mon premier livre, c'est le processus de conception d'un logo. En fait, c'était un syllabus que j'avais conçu pour mes étudiants au centre de formation professionnelle de la Salle, à l'époque, puisque j'étais enseignant là-bas. Après, j'ai enseigné à la Libre Académie des Beaux-Arts. Plus tard, j'ai enseigné au Collège de Paris, dans Digital Collège. Et donc, j'ai passé ma vie à enseigner. Donc, après de la Salle, je crois, puisque je ne me suis pas entendu avec le nouveau directeur sur la direction à donner au département en termes de formation, de contenu de formation, parce qu'il voulait former des robots, des gens qui savent utiliser les logiciels, mais qui n'ont pas de réflexion stratégique, puisque moi, j'avais introduit la communication visuelle dans le cursus. L'histoire de la communication, les signes, la sémiotique, la sémiologie, la théorie des couleurs, la psychologie des couleurs, l'étude de la typographie, la composition, la mise en page. J'ai inclus ça dans les cursus. Et l'année dernière, j'ai été invité à Cotonou pour la journée du graphisme par une école, en fait, qui se sert de mes articles et de mes contenus pour faire son programme de formation en graphisme. Et ils m'ont même donné un trophée. Comme quoi, au Cameroun, on n'aime pas les gens intelligents. Bon, je digresse. Je disais donc que le premier livre était pour mes étudiants à l'époque parce qu'ils ont trouvé un peu triste. J'ai même écrit dans la préface pour dire oui, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup de ceci. Et là, je me suis dit, OK, je vais en faire un livre. C'est comme ça que je fais mon premier livre sur la création de logos. OK, le livre suivant arrive des années plus tard parce que je quitte de freelance à directeur d'agence, c'est-à-dire propriétaire d'agence. OK, beaucoup de gens me disent que oui, mais pourquoi tu n'as pas l'agrément? Je dis non, nous n'est pas une agence conseil en communication, c'est une agence de branding. On a longtemps été studio graphique, c'est-à-dire on fait du travail pour les agences conseil en termes d'exécution. Donc, parce que normalement, les agences conseil n'ont pas le droit de faire de la créa. C'est ce que la législation dit. Mais comme il y a un petit vide juridique, ils s'engouffrent dedans, mais ce n'est pas normal. Le travail s'arrête au conseil. Et maintenant, c'est aux studios graphiques d'exécuter et aux agences de prod de produire du contenu. Je crois qu'à la base, c'est ce que Vuri TV est, une agence de prod. Comment j'ai fait pour gagner l'argent que j'ai gagné, avoir les marchés que j'ai eus, retracer mon parcours, expliquer les pièges aux jeunes qui veulent aussi faire le même métier, créa, les vendre à un certain prix et avoir une vie décente. Ça a toujours été mon combat. C'est de professionnaliser toute cette activité-là. Je me suis dit, OK, je vais le faire sous forme de livre. Et je l'ai vendu, je crois, 15 000 à l'époque. Aujourd'hui, je n'ai même plus d'exemplaires physiques parce que c'est moi-même qui l'ai auto-édité avec Lulu Publishing. OK, et puis ça coûte cher d'imprimer un livre, surtout avec la qualité que je lui donne. OK. Et il a eu pas mal de succès. Hein. J'en vends, je crois, 200 exemplaires moi-même. Et puis, je ne compte pas le nombre d'exemplaires PDF qui ont été vendus sur mon site. Mais 200 exemplaires physiques quand même que j'ai vendus à 15 000. Pour un pays, on dit les gens ne lisent pas. OK, c'est pas grave. Donc, c'est juste pour dire que ça a répondu à un besoin. Et j'ai sorti les étapes de création d'un site web 1 an plus tard. Qui se classait quand même parmi les 5 premiers résultats de recherche sur Amazon quand on cherchait création de site internet. Et c'est comme ça que mon éditeur actuel, G-Réseau, merci beaucoup Raphaël, si tu m'écoutes, me détecte sur Amazon et me dit « OK, je trouve votre livre bien, mais il est un peu trop technique. » Je dis que oui, je l'ai fait pour des étudiants et pour des freelances qui veulent apprendre à faire des sites internet et gagner leur vie. Je ne l'ai pas fait pour des patrons d'entreprise qui veulent connaître comment ça fonctionne ou pour des gens qui n'ont pas assez de moyens, qui veulent faire eux-mêmes leur site internet. Et elle me dit, OK, ça ne vous dirait pas de le changer un peu, d'enlever tout le côté technique et de le rendre accessible à des gens qui n'ont qu'une connaissance technique? Je lui dis, c'est un bon défi.
je vais modifier le bouquin. Il m'envoie mon contrat. Quand je le signe, je dis, en fait, je vous ai menti, je ne peux pas modifier le bouquin. Je vais vous en faire un autre. Et en 2 mois, j'ai produit 326 pages. Et le livre est disponible actuellement à la FNAC, à la librairie professionnelle, à la papeterie à Bonapriso et à l'agence Sotincorp, à 25 000 francs CFA. Les étapes de création d'un site web, il est sorti en octobre en France. Et pour la petite histoire, on l'a mis en ligne sur Amazon le 12. Le 13, il n'y avait plus aucun exemplaire. On a dû refaire le stock. Waouh, c'est tout ce qu'on peut dire. Et je vais dire que vous commencez comme autodidacte, revenir dans le monde du web, et vous avez un diplôme en Australie. Oui. Sur diplôme en design web. Oui. Un diplôme. Parlez-nous de cette expérience. Parce qu'il faut dire qu'on remarque quelque chose chez vous. Hein. Vous commencez toujours comme un autodidacte et vous finissez expert. Oui, dans la mesure où quand on commence quelque chose et qu'on veut exceller, on doit se former, on doit accepter de rentrer à l'école. C'est un signe d'humilité et d'intelligence. Okay? Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de se former continuent à racler les fonds de tiroir. Okay? Au départ, en fait, c'est aussi l'environnement, hein, parce qu'au Cameroun, quand on fait quelque chose d'un peu différent, qui est un peu au-dessus de la moyenne, tout le monde vous apprécie. Oh, tu es trop fort. Oh, bon, il y a les jeunes ici, je pense qu'ils ont leurs potes qui rappent. Ils arrivent dans les studios, gars, tu as tué le beat, gars, tu as déchiré, tu es trop fort. Et beaucoup de gens entendent ça, ils y croient. Et ils oublient de monter en compétence, d'aller au-delà du cercle de copains et d'avoir un impact un peu plus grand. Donc, moi, en 2011 ou 2012, je touche un plafond de verre dans mon approche à la création de sites Internet. Je comprends que je ne peux plus évoluer. Je suis coincé quelque part là, je n'arrive pas à dépasser un niveau. Je cherche dans des écoles de formation, je tombe sur l'ISA de Paris, mais c'était 7 500 € l'année. C'était quoi, 5 millions par là? Je tombe sur la Full Sail Academy University aux États-Unis, mais c'est 30 millions l'année. Et on m'exige de faire une prépa alors que je suis déjà un graphiste tellement fort. Je dois faire la prépa, les gars, vous êtes sérieux là? Manque d'humilité, hein? Mais au moins j'avais cette envie. Et là, je tombe sur un super business. Je me fais former à distance. Je viens composer sur place, en Australie, la Graphic Design School. Donc, je m'en suis sorti avec un A+, qui est la plus grande note. C'est très bien, c'est excellent. Quand on dit A+, parce qu'il y a A, il y a A++, que je visais, mais je l'ai eu que sur 2 modules sur 4, avec des A+. Donc, ça s'est dilué, donc je suis arrivé à A+, tout simplement. Mais j'étais très content de ce que j'ai fait. Parce que je crois quand même que je suis le premier web designer diplômé de ce pays. Hein? Voilà. 2013, parce que souvent les gens parlent, ils ne savent pas le temps que j'ai fait dans le métier. Parfois même sur Facebook, j'avais des attaques de petits jeunes qui commençaient à peine. Ils disaient que oui, mais grand, toi tu parles des choses, on n'a même pas encore vu ton travail. Sauf que vous voyez mon travail tous les jours, vous ne savez pas que c'est mon travail. Puisque mon travail ne ressemble pas au travail d'un Camerounais. Je me suis toujours fixé des standards internationaux. Je suis toujours mis au niveau du monde. C'est pour ça que c'est facile pour nous d'avoir des clients à l'étranger. Notre plus gros revenu même, c'est de l'étranger pour Cameroun. C'est bien. C'est pour ça que quand les gars se plaignent qu'ils doivent payer ce qu'ils gagnent dehors, moi je ris parce que moi je paye depuis. C'était un gros défi, mais c'est plus facile d'être le fils des Bois-Lotine que d'être le petit-fils de Lotine Assamé. Puisque mon grand-père s'est battu pour l'indépendance. C'est très bien. C'est plus dur d'être son petit-fils que d'être le fils des Bois-Lotine. Mais vous cumulez les deux. Parce que vous vous battez pour que les jeunes sortent de la pauvreté et de l'obscurantisme. C'est pour cela que je prends ça comme un combat personnel qui dure sur 3 générations. Permettre au Cameroun d'avoir ses dettes de noblesse. Que ce soit même seulement dans un seul domaine. Parce qu'aujourd'hui, quand je me lève, je vois mon grand-père a une rue dans la ville. Mon père a une rue dans la ville, même s'il n'a pas encore été inauguré. Il a une place dans la ville. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois bien pouvoir faire pour mériter aussi une rue dans ce pays, dans cette ville? Qu'est-ce que je dois faire de grand? En quoi est-ce que je peux contribuer pour l'évolution du pays? Pour mériter une rue, parce que ça c'est le standard dans ma famille aujourd'hui. Avoir une rue quand on meurt. C'est-à-dire, là on reste éternel. Ouais. J'ai fait quelques travaux de recherche sur vous et sur Google. Oui.
tout est écrit sur vous en anglais. Ouais. Nous sommes à la fin de cette émission. J'aimerais, le Cameroun est bilingue, que vous puissiez dire quelques mots de fin en anglais. So guys, if you want to progress, you want to improve, you have to learn in English because all that is worth learn is in English. It's straight, it's direct, you grow fast, and you explode. You know, as the Latin is the language for religion, English is the language for business. Learn English, you'll grow fast. Thank you very much. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous recevions aujourd'hui le fils de Eboaloti, une famille qui a laissé ses marques d'abord pour la liberté au Cameroun, mais aussi pour faire progresser l'art musical. Quelqu'un l'avait dit quelque part, la musique s'adresse à l'âme et quand elle vous touche, elle ne vous quitte plus. Et il se bat pour rester dans les traces de son père, de son grand-père, et nous pensons qu'il est sur le chemin. D'ici là, portez-vous bien. Très bientôt, on aura un nouveau client. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Faustin, pour l'invitation et merci pour l'entretien. Merci beaucoup. Ciao, ciao, bye bye. Au revoir. OK.